Chapitre 43. Gunshi vint à la rescousse de Selene avec la moitié de la multitude. La fillette était recroquevillée sur le rebord du canyon, en très mauvaise posture. 600 000 morts vivants déferlèrent sur le plateau, et il n'était pas seul. Pierre approchait aussi avec ses partisans. Eux n'étaient guère nombreux, quelques dizaines de milliers tout au plus, mais ils s'interposèrent immédiatement pour sauver Selene d'une lapidation. Afin que Selene ne prenne pas peur face à cet afflux nocturne de morts vivants et de nouvelles pierres, Gunshi, présent en 2 lieux à la fois, la prévint de son arrivée par télépathie. La technique de combat qu'il employa avec sa horde de morts vivants fut fastidieuse, mais il n'en avait pas d'autre suffisamment efficace. Il en avait convenu avec Pierre et ses alliés, tous reconnaissables à une marque d'ocre phosphorescente apposée au doigt sur leur surface. Ils avaient pensé à ce moyen pour ne pas confondre les secours des ennemis dans la nuit qui approchait. Avec leur force de morts-vivants, les créatures composant Gunshi attrapaient les pierres au vol, quand ils y parvenaient, sans se faire arracher des membres ou leur tête. Puis, ils les jetaient au sol pour les briser. Après tout, que pouvaient des griffes, des crocs et quelques rares lames contre des rocs? Au début, la technique fonctionna plutôt bien et la quantité de pierres ennemies se retrouva vite réduite de moitié. Selene en profita pour se reposer un peu, à l'abri, derrière les corps de son ami Gunshi. Puis des renforts de pierres pro-Selene affluèrent. Mais les autres étaient bien trop nombreuses. Les pierres marquées d'une tache phosphorescente devinrent de moins en moins visibles dans le calme de cette nuit endeuillée, d'immenses fracas de rocs s'entrechoquant. Gunshi ne put que constater la défaite de ses alliés. Nombre d'entre eux mourraient avant le lever du soleil. Si Gunshi survivait, jamais ils n'oublieraient leur sacrifice. Les pierres se retrouvèrent bientôt aussi nombreuses que l'était Gunshi, et sa détermination de guerrier redoubla en hommage à ce sacrifice des partisans de Pierre. Pour davantage d'efficacité, il se scinda en 2 ici aussi, laissant Zi devenir l'esprit dominant d'une fraction de la multitude innombrable. Tous les prétextes étaient bons pour lui donner corps. L'archange arriva à tire-d'aile dans la sphère d'influence du stratomancien. Il esquiva plusieurs projectiles envoyés par la multitude et qu'il visait, lui, précisément. Ses réflexes le sauvèrent. Venir ici présentait un risque. En cet endroit, il n'avait pas de bouclier magique, aucune autre défense que celle de son corps. Il atterrit au milieu de la zone d'influence du stratomancien, au sommet de la forteresse mobile montée sur chenille. Il s'abrita le plus rapidement possible sous son épais blindage, au moment où une volée de dangereux objets le prenait pour cible. Il avait perdu quelques précieuses minutes à utiliser ses muscles pour parvenir ici et aurait préféré se téléporter, à ceci près que rien ne le lui permettait. Les lois magiques n'avaient pas cours aux côtés du stratomancien. Le vieil humain avait une mine soucieuse. À sa droite, le chevalier à la canne à pêche gigotait, mal à l'aise. Ses mains se crispaient sur ses armes. Tous les soldats à l'intérieur étaient nerveux. À l'extérieur, les leurs tombaient comme des mouches. « Nous avons mis vos prisonniers et votre précieuse statue à l'intérieur d'une des soutes. La forteresse mécanisée peut supporter ce bombardement de fortune aussi longtemps qu'il le faudra, mais cet ennemi qui nous encercle, il en reste encore beaucoup ?» demanda le stratomancien. « Oui !» dit l'archange. « J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle résistance. Faites machine avant, toutes !» Il subsiste peut-être des survivants parmi nos soldats dehors. Nous risquons de... Écrasez-les !» ordonna l'archange. « Je veux que cette forteresse se retrouve au beau milieu des troupes ennemies !» Les conducteurs s'exécutèrent. Les colossales chenilles avancèrent, broyant tout sur leur passage. Vivants, morts, armes, terre. La multitude innombrable s'adapta pour se tenir à une distance suffisante et ne pas essuyer de pertes inutiles. « Ça ne marche pas !» constata le stratomancien. « Ils s'écartent au fur et à mesure. Nous ne pourrons pas les écraser. Je ne sais si nous placer au cœur de leur armée, soit... » L'archange l'ignora, puis il fit volte-face. « Chevalier Tilsa !» Ce dernier se mit au garde à vous, gauchement. « Oui ?» Le petit humain puait la peur. « Prêtez-moi votre épée, s'il vous plaît. » « Bien sûr, Votre Altesse. » Tilsa la dégaina, en s'y reprenant à 2 fois. Elle était un peu longue pour lui, et servait surtout d'apparat. Son régiment maniait surtout des armes à feu. D'ailleurs, lui était devenu un as du revolver qu'il portait à la ceinture. L'archange s'empara de l'épée et vérifia son tranchant. Le stratomancien l'observait avec incompréhension. « Voyez-vous, stratomancien, lorsque je vous ai recueilli en terra incognita, mes hommes ont, à l'époque, fait la malheureuse erreur de vous prendre pour un fou et de vous mettre au cachot. » « Je me rappelle très bien, archange, » dit le stratomancien en frissonnant. « J'ai su que vous y aviez reçu des mauvais traitements, qui m'ont profondément chagriné. Nous avons ensuite découvert que vous portiez avec vous une anomalie, ce quelque chose indéterminable qui fait fonctionner les prodigieuses machines de l'ambre, mais qui annule également toute magie. D'ailleurs, les créatures purement magiques comme les morts-vivants succombent et les autres n'ont plus de pouvoir et se retrouvent dès lors seulement dotés de ce que la nature a donné à leur corps.
Vous nous avez expliqué alors qu'il s'agissait de logique. Le stratomancien eut un regard pour le soldat Tilsa. Vous savez l'inestimable valeur que vous représentez à mes yeux, et je regrette ces séances de torture que vous avez subies. Je les déplore aussi, votre seigneurie, mais je ne vous en tiens pas rigueur. L'eau a coulé sous les ponts. Où voulez-vous en venir au juste? Votre pouvoir se propage dans une zone que nous avons mesurée et qui n'a cessé de s'étendre avec le temps. Recevez d'ailleurs mes félicitations pour vos progrès. Merci, votre grandeur, dit le stratomancien avec une appréhension réservée. En réalité, il n'y était pour rien, et le savait. Cette zone s'élargissait régulièrement d'année en année. L'archange testa de l'index la pointe de sa lame. C'est là que je veux en venir, cher allié. Figurez-vous que nous avons aussi découvert à l'occasion de vos malheureuses séances de torture que votre souffrance et votre terreur peuvent étendre votre surface d'influence d'un seul coup. Bien plus loin qu'en temps normal, j'ai baptisé ce phénomène bombe logique. L'archange trancha de son épée une main du stratomancien qui se mit à hurler de douleur et de peur mêlée. Une vague de rationalité émanant de lui explosa sur le champ de bataille sur un rayon de 20 lieues. La multitude innombrable s'effondra, rayée de toute la région. Au médecin du stratomancien, qui le suivait partout en raison de son hypocondrie, l'archange ordonna, tout en rendant à Tilsa sa lame ensanglantée. Ne lui donnez surtout pas de calmant, même s'il vous supplie. Je veux que ça continue de fonctionner une petite heure. Faites en sorte qu'il souffre, mais ne meure pas. Je souhaite pouvoir me resservir de ce régiment et de cette arme un jour. Il entendait par arme le stratomancien. Initialement, l'archange avait prévu de laisser le stratomancien mener la bataille jusqu'au bout et mourir, ce qui aurait tout aussi bien pu provoquer la vague anti-magique. Sauf que la forteresse mécanisée résistait à tout, et que le combat allait s'éterniser. Le seul en capacité de la détruire était l'archidémon, mais il demeurait en retrait, au lieu de tenter de la démolir comme l'archange l'avait espéré. Alors, ce dernier avait pris le risque de venir lui-même déclencher sa botte secrète autrement, par une douloureuse et effroyable blessure. L'archange interrompit ses pensées. Il se rappela quelque chose. Il se précipita à un hublot, avec un sourire plein d'attente. Il trépigna en observant son vieil ennemi, le magistère choir du ciel, en battant mollement des ailes. Il le vit perdre son livre. Le démon heurta lourdement le sol. Surprise, mon vieil ennemi, s'exclama-t-il ravi. Gunshi et Zi furent les premiers à savoir. Il s'était passé quelque chose d'invraisemblable. La multitude innombrable n'existait plus qu'en ce lieu, près de la faille noire. Quelques minutes plus tard, les pierres bellicistes qui étaient en passe de dominer la bataille suspendirent leur assaut. 2 rumeurs coururent dans leurs rangs et gagnèrent progressivement en intensité. La dernière était de nature à les pousser à stopper leur attaque contre l'annihilatrice, immédiatement. Dans un premier temps, ils réalisèrent qu'il n'était plus possible de télécharger l'esprit d'une pierre décédée dans un nouveau réceptacle, lorsqu'elle mourait. Dans un second temps, des pierres rapportèrent par télépathie avoir observé des machines de l'autre univers, théoriquement figées dans l'ambre, fonctionner lors d'une immense bataille. Enfin, un cataclysme, annulant les lois de l'antévers sur une large région, venait de se produire avec, en son centre, un allié de l'archange nommé le stratomancien. L'annihilatrice ici présente n'y était pour rien. L'armée des pierres suspendit l'opération anti-annihilatrice le temps d'enquêter. Quant à Pierre, il était introuvable parmi les débris du champ de bataille de la faille noire. Il fut présumé mort. Gunshi prit sur lui de ne pas partager les mauvaises nouvelles concernant le prof Stena et Pierre avec Sélène. La connaissant, elle serait repartie en sens inverse, affronter un ennemi qui avait vaincu la multitude innombrable. Mieux valait qu'il l'accompagne pour aller retrouver son Lupin. Elle avait suffisamment dû patienter comme cela. De son côté, Zi lui exprima son désaccord. Elle estimait qu'il ne fallait rien lui cacher. Elle avait raison. Gunshi le savait, mais en tant qu'esprit dominant, il ne parvenait pas à se résoudre à lui annoncer autant de mauvaises nouvelles en même temps. Il repoussa donc la détestable échéance, au risque de fâcher Sélène ultérieurement. La multitude créa un pont à sa manière, à l'endroit où le détroit se resserrait le plus, afin de leur permettre à tous de passer en chame. Ces créatures se tinrent par les bras et les chevilles en travers du gouffre. Sur le chemin vers le lieu de rendez-vous, communiqué à Sélène par le grand monolithe, Koum reprit conscience. Ah, putain! Ah, j'ai trop bien dormi ma race! Le quart restant de la multitude innombrable, Sélène et le technome se rendirent à la grande pyramide.
Mon Dieu, mon Dieu. Une main du stratomancien qui se mit à hurler de douleur et de peur mêlée. On peut en refaire plusieurs. Encore. Ok. T'avais pas dit que t'allais dormir pendant tout le chapitre ou te réveiller à la fin? T'as assez dormi ce matin. J'avoue, j'ai hésité.